on va passer à Alama qui va nous faire sa présentation. À toi, je t'en prie. Ok, merci. Donc, je ne vais pas vous parler de mon expérience en première personne tellement, mais en fait, tout ce que je vais vous dire va être extrêmement influencé par mon vécu, clairement. J'ai des biais. Si on s'intéresse à l'empathie, donc dans le milieu du soin, de l'accompagnement psychosocial en général, à sa place, tant au niveau individuel que méta, en fait, j'aimerais éclaircir ce point soulevé par Julien, qui est assez important entre la différence entre comprendre et être compris. Je ne sais pas si ça va marcher, mais je vais essayer de dérouler mon raisonnement en tout cas. Moi, je pars de la remarque suivante, c'est que dans la littérature médicale, que ce soit en médecine, en psychologie, le plus souvent, en fait, c'est le volet émotionnel et affectif qui est mis en avant. C'est vrai qu'on fait en ce moment face à une espèce de vague, je ne sais pas si c'est à la mode ou si c'est un vrai besoin, certainement, mais c'est qu'on nous réclame beaucoup d'empathie, pas que dans nos milieux, aussi dans le marketing, dans la vente, etc. Donc, ça me paraît intéressant quand même de remarquer que c'est toujours l'empathie émotionnelle et affective qui est mise en avant et qui est plébiscitée. Donc, cette espèce d'élan qui nous pousse à ressentir les émotions des autres et à nous rendre compte de ce que les autres ressentent et partager leurs émotions. En revanche, le volet cognitif, il est un peu mis de côté. Et pourtant, c'est quand même cette curiosité un peu naturelle qui nous pousse à essayer de comprendre. Donc, ça rejoint un peu ce que disait Julien. Donc là, on n'est pas dans l'intuition, on est vraiment dans cette envie de connaître l'intériorité des autres. Et le fait que ce soit l'empathie émotionnelle qui prenne souvent le pas sur le reste, en fait, on l'a évoqué très rapidement, mais c'est vrai que c'est problématique parce que ça amène un risque d'erreur, un risque de biais, un risque d'être moins lucide, moins rationnel, de prendre des décisions qui sont moins justes, et puis de se fatiguer aussi émotionnellement, ce qui est très contre-productif, ça on l'a dit. Donc, en fait, tous ces problèmes-là ont amené pas mal de psychologues et de philosophes à critiquer la mise en avant du concept d'empathie dans le monde du soin, ou alors à lui préférer un équivalent dont on aurait retiré ce volet émotionnel. C'est aussi un peu ce que fait Mathieu Ricard, en fait, pour lui, l'empathie. Il parle des fois aussi de bienveillance. Il est vraiment concentré sur le volet cognitif. Il y a d'autres gens qui parlent de compassion, de bienveillance, de sympathie, etc. Mais dans tous les cas aussi, il y a une autre limite que je vois comme ça qui me saute aux yeux, c'est le risque de paternalisme. C'est que, Julien l'a très bien dit, il y a une différence entre comprendre et comprendre vraiment et penser comprendre. Et donc, je pense vraiment que le glissement, il est très facile. Même si on ne prend pas en compte les biais de l'empathie émotionnelle et si on se concentre sur l'empathie cognitive, il y a un glissement qui peut se faire assez rapidement. Je crois savoir ce que l'autre sent et donc, il est mieux pour lui. Et donc, assez facilement, on peut glisser vers un genre de hiérarchisation. Alors, c'est très bien pensant, des fois, c'est très bien intentionné, c'est pas le problème, mais on peut du coup adopter une attitude qui consiste à vouloir faire le bien des gens, donc que ce soit pour traiter une carie ou un diabète ou un trouble quelconque, mais du coup, sans forcément tenir suffisamment compte des besoins, des envies des gens. Et donc, ça a amené d'autres personnes. Je pense au psychologue Daniel Goleman, a insisté plutôt sur un troisième volet de l'empathie qui est le souci empathique. C'est vraiment une composante d'action. Et ça, on peut se dire aussi que ça tombe vachement bien parce que ça correspond à ce qu'on attend d'un médecin, d'un soignant en général. Je me soucie de toi, j'arrive à te le communiquer et puis je suis spontanément portée à aller porter secours d'une façon active. Ça rejoint ce que pensait Georges Canguilhem, qui disait que la médecine, par définition, par essence même, c'est cette réponse à un appel à l'aide, un appel au secours. Même si, j'avoue que pour moi, maintenant, c'est une vision qui est peut-être un peu réductrice. Je trouve cette médecine qui est toujours réactive, qui n'est jamais dans l'anticipation. Ça peut aussi avoir ses limites. Je ne sais pas, on l'a vu en période de pandémie Covid-19, par exemple. En tout cas, il y a clairement un problème de vocabulaire qui n'est pas arrêté et il y a un manque d'harmonie sur la définition de l'empathie qui donne lieu à beaucoup de malentendus. Donc, dans une situation comme ça où il n'y a pas de consensus standard, ni sur l'utilisation du concept, ni sur le concept lui-même, en fait, je me dis que ce qui serait peut-être intéressant, c'est de se demander quelles sont les valeurs éthiques qui sont à prioriser
dans le milieu de la santé. Autrement dit, est-ce que l'empathie, est-ce que c'est une qualité qui permet d'orienter ce qu'on appelle en philosophie l'éthos, c'est-à-dire le comportement, la façon d'être des accompagnants et des soignants, et est-ce que ça se fait d'une façon suffisamment utile pour qu'on mette cette qualité-là en avant, en fait. Et du coup, le plus simple pour moi, franchement, là-dessus, c'est de se demander ce que veulent les usagers. Il y a une étude là, de 2006 qui a porté sur un échantillon de patients, qui a fait émerger 7 types de comportements idéaux des médecins. C'est-à-dire qu'il y a 7 choses que les usagers et les patients semblent rechercher. Donc là, vous voyez que ils veulent une certaine assurance qui va leur donner confiance. Ils veulent quelqu'un de consciencieux, persévérant, etc. Comme Eric le disait, ils veulent de la franchise, un langage qui soit clair. Ce que je veux aussi, c'est quelqu'un qui me respecte en tant qu'usager, c'est-à-dire quelqu'un qui prend mon avis au sérieux et qui travaille avec moi. Quelqu'un qui soit attentionné. Alors l'attention, je trouve ça important, c'est lié aussi au temps qu'on accorde, ça Eric va en parler certainement beaucoup mieux que moi, mais au-delà du temps, il y a aussi vraiment la question de l'attention qui est une ressource assez rare, je trouve, aujourd'hui. Et le 6e point, c'est on souhaite qu'on s'intéresse à nous plus qu'en tant que patient. Donc évidemment plus qu'en tant que maladie, mais aussi plus qu'en tant que malade. Voilà. Qu'on se souvienne de nous en tant qu'individu, c'est le médecin qui s'assoit à côté de Julien, c'est mon docteur qui s'assoit à côté de moi, qui m'accompagne, qui est avec moi en fait. Voilà. Et le 7e point, c'est qu'on cherche en tant que patient quelqu'un justement qui montre qu'il ou elle essaye de comprendre ce que je ressens. Excuse-moi, j'aurais juste une petite remarque générale. Et effectivement, on peut distinguer le fait de comprendre l'autre et vouloir son bien, en fait. Tout à fait. Voilà. Et on peut même distinguer le fait de comprendre l'autre et d'essayer de le comprendre. Parce qu'on n'est pas obligé de le comprendre, et des fois, pour les gens, d'avoir la sensation qu'on essaie de les comprendre et qu'on ne met pas tout de suite une étiquette sur leurs propos, c'est peut-être aussi ça. C'est ce temps-là qui est important, peut-être. Et si je peux me permettre une dernière remarque, après je te laisse continuer, il y a la notion de transfert aussi, qu'en général, d'écouter vraiment l'autre et de ne pas être projeter trop ses attentes et vraiment écouter l'autre, ce qui n'est peut-être pas forcément évident. Tout à fait. C'est la question de la distance là, qu'on évoquait tout à l'heure. Ouais. Sinon, le paternalisme que tu évoquais, le fait de croire, savoir ce que l'autre veut et son bien, et de ne pas l'écouter, en fait. C'est ça. Ce qui me paraissait intéressant aussi dans ces 7 points-là, c'est que j'ai cherché, je me suis demandé est-ce que de l'empathie, par exemple l'empathie affective, qui est pourtant celle qui est la plus mise en avant en général dans les textes médicaux, voilà, les articles, les choses comme ça, est-ce qu'elle apparaît beaucoup dans ces 7 points-là? Je ne trouve pas tellement en fait. Il y a plus la composante cognitive, qui est justement cette impulsion à aller essayer de comprendre ce que pensent les gens, quoi, voilà, essayer de voir un peu le monde à travers leurs yeux. C'est plus ça qui me paraît transparaître en fait dans cette étude-là. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui compte peut-être encore plus que l'empathie, c'est cette métacapacité qui certes intègre l'empathie, mais qui est l'intelligence émotionnelle. Donc ça, je ne sais pas ce que vous en penserez, mais je trouve que ce qui ressort de ces 7 points-là, c'est beaucoup cette intelligence-là qui est sociale, qui est interpersonnelle et qui complète l'intelligence rationnelle. Voilà, sans ça, l'intelligence rationnelle ne sert pas à grand-chose. Excuse-moi, tu pourrais nous définir la différence entre l'empathie et l'intelligence émotionnelle, pour toi, le contour? En fait, l'empathie, pour moi, c'est une des composantes de cette intelligence émotionnelle, qu'il y en a d'autres. Il y a des gens même comme Goldman, dont je parlais tout à l'heure, qui a même étendu, qui pourtant, lui, était très à fond sur cette composante d'action de l'empathie, et qui a dit qu'il fallait voir plus largement, il fallait se concentrer sur une aptitude un peu pratique à gérer les relations et qui va au-delà de l'empathie, en fait. Il n'y a pas que l'empathie dans cette question-là. Il a même élargi à d'autres qualités. Lui, il a parlé du caractère de la personne, de l'authenticité, du fait d'être chaleureux, de la persévérance, de l'efficacité, de l'humilité, de choses comme ça. D'accord. Donc, je me pose la question, en fait, justement de la place de l'empathie dans cette histoire. On peut faire un détour, peut-être, par la logique médiévale, un tout petit détour. Moi, je me suis demandé si, justement, ce qu'il y avait de bien dans l'empathie, c'est pas des choses qui sont
en fait, les fondamentaux de la relation en général, quoi, de toute relation intersubjective, qui ne sont pas du tout propres du coup aux disciplines médicales, aux disciplines d'accompagnement, quoi. En fait, je sais pas si vous connaissez le principe de parcimonie de Guillaume Ockham, qu'on appelle aussi le rasoir d'Occam. En fait, ça consiste à privilégier l'approche la plus simple possible. Ou voilà l'explication qu'on peut développer le plus simplement possible. Et de ce point de vue-là, en fait, de mettre en avant toujours l'empathie en médecine, je me demande si ça n'équivaut pas à mettre en avant une hypothèse surnuméraire. C'est-à-dire une hypothèse qui n'est pas forcément indispensable dans cette optique-là de simplicité. Alors attention, le rasoir d'Occam, ça ne garantit pas que la solution la plus simple, ça va être la solution correcte. Simplement, ce que ça dit, c'est que ça nous permet d'établir en toute logique, en fait, un ordre de priorité. Voilà, c'est juste ça que je veux dire. C'est ça ma question, en fait, c'est est-ce qu'il faut mettre la priorité sur l'empathie, que ce soit dans le volet affectif, cognitif, composant d'action. En fait, je suis pas sûre. En tout cas, à mon avis, ce qu'on peut tirer de ça, c'est qu'effectivement, il faut faire très attention à ce risque-là de paternalisme, parce que l'empathie toute seule, en fait, elle n'a pas de valeur éthique, mais effectivement, en tant que déterminant de l'intelligence émotionnelle, évidemment qu'il faut la favoriser, mais dans les relations humaines en général, et pas que en médecine, en fait. En revanche, c'est vrai que dans le domaine de la santé et du social, étant donné ce glissement un petit peu facile vers le risque de paternalisme, peut-être qu'il faut vraiment porter notre attention sur le fait qu'il y ait des garde-fous. Et alors, on sait que l'intelligence émotionnelle et notamment l'empathie cognitive, en fait, c'est une condition d'émergence de l'intelligence collective dans les groupes humains, quels qu'ils soient. Mais à condition de favoriser le développement en fait, du partenariat et en gros de co-construire ensemble des objectifs communs. Donc ça, évidemment, ça va passer par la participation de tout le monde, par l'encapacitation, c'est-à-dire de faire en sorte que tout le monde mobilise en fait ses ressources internes, endogènes. Et ce qui me paraît intéressant aussi dans cette optique-là, c'est qu'en fait, en redonnant une place et une participation beaucoup plus active à l'usager, aux patients, etc., en fait, ça va décharger aussi le professionnel qui, du coup, porte plus toute la responsabilité sur ses épaules. Et ça me paraissait assez intéressant. Alors, juste peut-être pour préciser, parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'approche centrée sur le patient. En fait, là, ce dont je parle, c'est pas de l'approche centrée sur le patient. Donc ça, vous savez, c'est ce qui a pris vraiment effectivement de plus en plus de place à partir des années 2000 et qui tend à remplacer l'approche paternaliste. Mais là, je parle vraiment du paradigme de soins et de services qui a fait son apparition un petit peu plus tard dans les années 2010 et qui est celui du partenariat avec les usagers. Alors là, encore une fois, on est sur des choses qui se superposent, qui sont complémentaires des fois les unes des autres, mais c'est vrai que ce paradigme-là, il est très intéressant parce qu'il considère l'usager vraiment comme un membre de l'équipe à part entière. Et donc, ça privilégie vraiment une implication plus active des usagers, patients, aidants, etc. Et ça me paraît intéressant. En fait, si vous permettez, j'aimerais bien donc élargir d'encore un cran le propos, parce que en réalité, c'est une évidence, hein, mais c'est tout un système qui crée les conditions de possibilité du bien-être, de la santé, etc. Et ça, c'est un problème qui a été pas mal souligné avec l'empathie du côté des philosophes. En fait, c'est que si on met trop la priorité sur l'empathie, en fait, on va en rester au focus sur la relation interpersonnelle. Donc, par exemple, je sais pas, sur le colloque singulier, soigné-soigné, des choses comme ça. Sauf que le but premier de la médecine, en fait, c'est pas d'améliorer absolument à tout prix la relation soignant-soigné. Ça, c'est juste un moyen. Le but, c'est d'être efficace, quoi. Donc, c'est vrai que pour atteindre ce but-là au mieux, l'empathie, je pense qu'il faut la remettre simplement à sa juste place et que peut-être il faut dézoomer un petit peu pour voir au-delà de la relation et voir tout ce qui peut mettre en jeu le collectif, en fait. Donc, évidemment, là, il va y avoir plein de sphères qui vont se croiser. Je pense qu'il y a d'autres qui en parlent mieux que moi. On pourra y revenir si vous voulez. Sphère politique, de la démocratie sanitaire, la sphère de l'éducation. J'ai vu passer une question dans le chat tout à l'heure. Est-ce que l'empathie, ça dépend du vécu? Ouais, bien sûr. En fait, j'ai vu des études qui quantifiaient un petit peu ça, où on apprend que l'empathie, elle a une part génétique et héréditaire, mais pour 10%. Ça veut dire que la marge de manœuvre en termes d'éducation, elle est énorme, quoi. Là, on pourrait parler aussi d'idéologie. Il y a certainement un travail à faire sur les façons de penser dans notre société aujourd'hui, puis dans le monde du soin en particulier. Je pensais à ce médecin dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été licencié supposément pour un manque d'empathie. En fait, c'est vrai que dans un monde qui est extrêmement fragmenté, on est l'héritier d'une médecine
moderne du modèle biomédical et tout, donc on est tous hyper spécialisés et on a du mal à voir les choses d'une façon plus transversale et plus interdisciplinaire. Et donc ce médecin-là, ce médecin neuroatypique dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, il avait développé une approche très systématique du dossier patient où il se démarquait vraiment, il anticipait les choses, il planifiait les besoins, la trajectoire du patient, etc. Et ben voilà, alors même si on lui reprochait son manque d'empathie, ben en fait, c'est quand même ses patients qui ont signé une pétition pour le rappeler, quoi. Puis voilà, on pourrait parler aussi de choses beaucoup plus concrètes de créer les conditions de possibilité en travaillant sur des environnements spatio-temporels. Voilà, et puis ben, pour élargir encore d'un cran le propos, alors là je vais peut-être, je ne sais pas si je vais aller trop loin, dites-moi, mais on a parlé de magie tout à l'heure, donc je me dis j'ai une possibilité, j'ai un truc à jouer. On a parlé des origines esthétiques de l'empathie, effectivement. L'Einfühlung, moi non plus je parle pas allemand, c'est pas grave. C'est vrai que c'est un concept, l'Einfühlung, littéralement ça veut dire sentir de l'intérieur, et c'est un concept qui est né dans le champ de l'esthétique allemande, et donc la branche de la philo qui s'intéresse aux perceptions, à la beauté. C'est le mot empathia, il est apparu une des premières fois dans la poésie, en fait, chez Novalis. Et en fait, cette empathie-là qui est en fait l'émotion provoquée par le spectacle de la nature, mais pas que, de ce qui est autour de nous, en fait. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Parce qu'elle produit en nous le sentiment de la beauté. On a parlé de magie, mais ça pourrait être ça aussi. En fait, c'est ce moment presque de contemplation de ce qu'il y a autour de nous, et notamment du monde sensible, de chercher des indices, je sais pas, sur le visage de quelqu'un, dans les nuances de sa voix, des choses comme ça. C'est une empathie qui est sensorielle, qui est associative, dans le sens où je pense qu'en prenant ce moment-là d'attention, on réalise la codépendance qui est subtile, mais qu'il y a entre nous, qu'il y a aussi entre l'intérieur et l'extérieur, entre soi et les autres, entre pas humain et non humain, etc. C'est une espèce de reconnaissance de la fragilité qu'on partage tous, qui permet de cultiver une présence attentive, qui nous fait percevoir aussi les besoins d'un plus grand nombre de personnes. On a beaucoup reproché à l'empathie d'entraîner des biais parce que ça nous porte sur le plus proche de nous, le plus visible, etc. Mais si on étend un peu le champ de la perception, dans une empathie qui est plus sensorielle, il me semble que ça pourrait aussi nous permettre de voir ce qu'on ne voyait pas, de prendre en considération ce qui nous paraissait plus étranger, donc de dépasser un peu le cercle de nos proches, de ce qui appartient à notre groupe social, notre groupe ethnique, notre groupe religieux, notre groupe national, enfin, je ne sais pas. C'est une façon de voir pas seulement la beauté, mais on va dire les voies potentielles d'optimisation fonctionnelle, de rétablissement, d'adaptation. Et ça me paraît être une piste intéressante à tous les niveaux, quoi, au niveau personnel et relationnel, mais aussi au niveau institutionnel et au niveau conceptuel, d'essayer de voir un peu au-delà de l'apparence, donc au-delà de la maladie, au-delà de l'âge, au-delà du handicap, etc. Merci beaucoup. Effectivement, c'était intéressant comme conclusion sur le fait de renverser les biais de l'empathie.